Bon alors, quelques considérations donc à partir du texte de Besbach sur la situation économique et sociale des prolétaires durant la première phase de la révolution industrielle, donc durant la première moitié du 19e. Alors ce texte de Besbach, effectivement, il décrit de façon saisissante cette situation, hein, donc des prolétaires qui devaient travailler de l'ordre de 15 heures par jour, des enfants obligés de travailler, et ce alors qu'ils étaient en bas âge, une loi sociale, la première loi sociale donc, qui met un terme à ça, qui date de 1841, et dont les termes paraissent étonnants, hein, puisqu'il s'agit d'interdire le travail des enfants de moins de 8 ans dans les manufactures de plus de 20 ouvriers. Ça veut dire que dans les manufactures de moins de 20 ouvriers, le travail des enfants de 8 ans était encore autorisé. Donc une durée de travail des enfants de 8 à 12 ans limitée à 12 heures par jour. On a envie de dire simplement 12 heures par jour. Un repos du dimanche obligatoire pour les enfants de moins de 16 ans, on a envie de dire, et pour ceux qui ont plus de 16 ans, etc. Alors, je vous laisse, je dirais, savourer donc la description de Besbach, hein. C'est vraiment un texte qui est extrêmement bien écrit, qui permet de parfaitement bien comprendre ce qui se passait, mais on va souligner quand même, je dirais, en quoi le fond économique de ce texte, voilà, est tout à fait paradoxal. Et ça, ce sont les données de Madison qui permettent de le faire. Donc les données de Madison relatives à la croissance de la France donc sur 2 siècles, hein, entre 1820 et 2008, plus exactement à la croissance du PIB par habitant. Voilà, donc ces données ont été effectivement compilées dans un graphique semi-logarithmique. Voilà, alors ce qui peut paraître un petit peu étonnant peut-être, hein, c'est que l'unité de mesure, c'est le dollar de 1990 PPA, parité de pouvoir d'achat. Bon, la raison est relativement simple, hein, c'est que la base de données de Madison se propose de comparer les performances de croissance de multiples pays sur de très longues périodes, donc il y a une unité commune qui a été définie. Donc c'est le dollar de 1990, c'est-à-dire le dollar ayant le pouvoir d'achat d'un dollar en 1990, et que les taux de change qui ont été utilisés pour comparer donc les différentes séries issues des différents pays, donc sont des taux de change dits PPA, donc qui permettent de contourner les problèmes liés aux taux de change courants qui font l'objet de soubresauts divers et variés. Je vous renvoie à des explications qui avaient été formulées en début d'année. Donc c'est un graphique semi-logarithmique en plus, hein, donc l'une des caractéristiques d'un graphique semi-logarithmique, c'est que quand des points sont alignés sur une droite, ils témoignent d'une croissance à taux de croissance constant. Donc là en fait on peut repérer une première droite qui va de 1820 à l'après-Seconde Guerre mondiale, à des soubresauts près. Voilà, on a une seconde droite qui correspond aux 30 Glorieuses, et puis on a une troisième droite qui correspond à l'affaiblissement de la croissance post-30 Glorieuses, ce que d'aucuns ont appelé les 30 piteuses. Mais c'est pas l'essentiel. Donc nous, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est en fait un petit compartiment de ce graphique, hein, qui est en fait qui est dans ce cadran, et puis j'ai envie de dire même dans ce demi-cadran. Si on regarde un petit peu ce graphique, hein, on a envie de dire au pif, hein, qu'entre 1820 et 1860, le PIB par habitant en France, il a presque été multiplié par 2. Alors, si on se pose la question de savoir à quel taux de croissance annuel moyen du PIB par habitant ça correspond, il suffit de prendre une calculette, hein, et on verra que ça fait un peu plus d'1,5%. Donc c'est pas, enfin, eu égard aux critères actuels de croissance exigés, c'est à la fois substantiel et puis pas forcément très extraordinaire, mais en tout cas ça transforme la société, c'est-à-dire qu'en moins d'un demi-siècle, donc le PIB par habitant est doublé. Donc en fait, ce que Besbach nous raconte, c'est la situation de la société française dans un contexte de forte croissance. C'est ça. C'est-à-dire qu'auparavant, il n'y avait pas de croissance, hein, on était avant la révolution industrielle, donc on était en situation de stagnation du PIB par habitant, j'ai envie de dire depuis l'époque du Christ, voire depuis la révolution néolithique.
c'est ce que les travaux de Madison, là encore, permettent d'ailleurs de mettre en évidence. Hein. En introduction, donc Besbach nous dit « Durant la première moitié du 19e, les conditions de travail et d'existence de la classe ouvrière étaient déplorables avec des salaires tendant vers le minimum de survie. » Voilà. Et puis ensuite, il décrit à quoi correspond en pratique ce minimum de survie. Donc c'est ça qui est tout à fait troublant. C'est-à-dire comment, dans un contexte de très forte croissance, on peut observer une paupérisation d'une partie de la population française, donc la classe ouvrière, c'est-à-dire celle qui, dans les grands centres urbains, travaille dans l'industrie. Voilà, puisque là, on ne décrit pas la situation, par exemple, des masses paysannes. Ça serait une autre question. Donc c'est là, en fait, qu'il y a un paradoxe. Un paradoxe entre l'accroissement de la richesse du pays et l'appauvrissement donc d'une partie de sa population, un appauvrissement tel que désormais cette partie de la population, donc la classe ouvrière, doit se contenter de tout simplement survivre. Elle est rémunérée au minimum de subsistance, comme le dit Marx. Il faut juste qu'elle puisse survivre et se reproduire. Donc c'est un véritable paradoxe que la pensée de Marx va permettre de comprendre.